Le fait du jour. 2 semaines de cessez-le-feu entre les États-Unis, Israël et l'Iran, c'est ce qu'a annoncé Donald Trump hier soir après avoir menacé d'éradiquer la civilisation iranienne, selon ses propres mots. Pour autant, Israël ne souhaite pas inclure le Liban dans ce cessez-le-feu. Netanyahou entend poursuivre les frappes, ce que dénonce Emmanuel Macron. On en parle avec le général Michel Yakovlev, ancien vice-chef d'état-major du grand quartier général des puissances alliées en Europe. Bonjour général. Bonjour Maud. Bonjour Michel Yakovlev, mes respects mon général. Nous sommes très honorés de vous avoir on vous voit souvent sur les plateaux télé, mais nous sommes très honorés de vous avoir sur Sud Radio et nous vous avons invité sans savoir l'issue de la négociation d'hier et nous apprenons donc hier soir qu'il y aura une trêve. Est-ce qu'elle est surprise? Est-ce qu'elle est étendue? Est-ce que c'est vraiment une trêve? Est-ce que c'est un stratagème? On voudrait décrypter ça avec vous. Étonnant président Trump qui, à quelques heures d'annoncer l'éradication d'une civilisation, j'ai cru à un moment donné qu'il allait bombarder Ispahan pensant que c'était une zone, une centrale de gaz. Et finalement, il nous explique non, victoire, j'ai obtenu une trêve avec les Iraniens. Et les Iraniens disent aussi qu'ils sont très contents de cette trêve de 15 jours. Donc tout le monde a gagné. Subterfuge ou peut-être, faut-il prendre les choses à la racine, peut-être une vraie solution à ce conflit ou restons méfiants. Je vous sens plutôt dubitatif sur cette... Oui, alors bon, déjà, je suis soulagé qu'on en soit là. C'était une guerre, de mon point de vue, débile qu'il fallait pas faire, et en tout cas pas dans ces conditions. Bon, une fois que c'est parti. Et Trump, à bout de quelques jours, a cherché une solution pour s'en sortir. Donc il a fini par s'en sortir comme ça, à 88 minutes de la fin de l'échéance, d'après un article américain. Voilà. C'est donc au moins on est revenu dans une situation un peu plus raisonnable pour tout le monde. Donc moi j'aimerais bien que les guerres se terminent où tout le monde crie victoire. Vous voyez, c'est à la limite. Si les 2 finalistes de la Coupe du Monde sont victorieux, moi je suis content pour tout le monde. Vous voyez, c'est malheureusement, je crains que le vainqueur soit l'Iran, le régime iranien. Au moins politiquement. Oui, politiquement, stratégiquement. Pour autant, ce qui surprend, et je m'adresse à vous parce que vous avez agi au sommet de l'OTAN, vous connaissez le fonctionnement de cette grande machine, vous connaissez les rapports de force entre puissances internationales. Comment, à ce niveau, on peut penser qu'il le met devant le fait accompli, Trump décide de s'embarquer puisque les missiles israéliens étaient partis. Et il n'y a pas à la Maison-Blanche, il n'y a pas au Pentagone, il n'y a pas dans le système de cette grande puissance, la première puissance militaire, il n'y a pas des garde-fous. Le chef d'État américain peut décider, comme Louis XIV, j'y vais pas, je reviens, je continue. C'est ça qui nous inquiète. Oui. Alors déjà, vous avez commencé votre question en posant la question de l'OTAN. Bon, comme vous le savez, l'OTAN n'a pas été partie prenante du tout, pas consultée, rien du tout. Donc on écarte l'OTAN. Alors maintenant... Le président l'appelle Daddy quand même, donc... Enfin, c'est le secrétaire général qui l'appelle... Oui. Donc il y a une intimité. Daddy, mais Daddy, il n'a pas consulté l'OTAN, et ça lui est venu après coup en disant tiens les gars, faudrait que vous fassiez ça, et puis il faudrait le faire cette nuit. C'est une méconnaissance complète du système, et surtout une profonde injustice, parce que Trump exigeait, ou exige toujours peut-être, de l'OTAN que là, tout de suite, immédiatement, on se mette d'accord, sauf que lui, il a travaillé avec les Israéliens pendant 6 mois. Donc c'est pas le genre de choses qui se préparent comme ça. Et sans consulter personne. Voilà. Voilà, c'est pas comme ça que ça marche. Bon, maintenant pour en revenir à la question de Trump sans garde-fou, c'est quelque chose qu'il a médité entre ses 2 mandats, et il a détruit tous les garde-fous institutionnels, avant même d'être réélu. Vous dites bien que c'est peut-être prémédité, tout ça, c'est conçu, c'est pensé. Oui, c'est un plan. Parce qu'on a l'impression que c'est vous voyez, selon les humeurs. Il a, entre ses 2 mandats, il a terrorisé le Parti républicain, il l'a mis entièrement à sa main, etc. Il a, par sa pression contre le pouvoir juridique, etc., judiciaire, il l'a mis au pas. Avec la Cour suprême lui est acquise. Il a terrorisé la presse. Aujourd'hui, il y a des journalistes, des agences de presse qui sont pas reçues à la Maison Blanche. Voilà, on sélectionne. Les journalistes, il prend pas leurs questions. Quand il dit tiens, vous êtes donc je prends pas et je passe à quelqu'un d'autre. Comme la France insoumise. Donc voilà, il n'y a pas de contre-pouvoir aux États-Unis. Il a
et autour de lui, à la différence de son premier mandat, il n'a que des gens qu'il a choisis, qui sont des bénis oui-oui. Et même Dan Kane, le chef d'état-major, l'équivalent du chef d'état-major des armées, son conseiller militaire du plus haut niveau, ne s'est pas opposé frontalement à lui pour dire on va nulle part avec cette stratégie. Donc Trump est un homme seul qui décide seul. Le Congrès des États-Unis a un droit de regard, mais c'est au bout de 60 jours, je crois. Pendant 60 jours, le président a les mains libres. Le Congrès est devenu une plaisanterie amère. Le Congrès ne lui résiste pas. Les républicains qui ont la majorité dans les deux chambres bloquent tout. Pour l'instant, on peut avoir un changement cet automne. Mais depuis que Trump a été élu, il y a une chose que le Congrès a faite, c'est ne jamais tenir tête au président, ne jamais exercer leur responsabilité. Ils ont l'obligation dans la Constitution des États-Unis d'être un contre-pouvoir au pouvoir présidentiel. Et c'est une obligation. C'est le système américain qui est fondé là-dessus. Aujourd'hui, les deux chambres sont acquises à Trump déjà avant son élection. Rappelez-vous, en un an avant qu'il soit élu, il avait bloqué l'aide, 60 milliards d'aides à l'Ukraine, oui. Alors qu'il n'était pas élu. Oui. Mais simplement, le Sénat, tenu par les républicains, terrorisé par Trump candidat, a suivi. Mon général, il pensait quoi? Difficile de se mettre dans sa tête. Il pensait que la violence des frappes israéliennes et américaines sur l'Iran, alors non seulement n'a pas fait basculer le régime, mais il pensait l'insurrection populaire, la pauvre, elle a été réprimée dans le sang. C'est peut-être à ce moment-là qu'il fallait intervenir. Et là, il se dit, si je continue, je vais être obligé de passer à la vitesse supérieure, voire d'envoyer des troupes. Et là, il peut y avoir des cercueils qui reviennent aux États-Unis en choquant l'opinion publique. Donc cette trêve, finalement, évidemment, elle est peut-être déshonorante, mais il a encore de la chance de pouvoir l'avoir eu. Les Iraniens auraient pu dire non, pas de trêve. Oui, c'est vrai, les Iraniens auraient pu dire non. Alors, les Iraniens ont beaucoup ramassé, ils en ont pris plein la gueule, donc ils ne sont pas forcément à la recherche, surtout que, de mon point de vue, ils ont gagné. Donc, ça va, c'est bon. Stratégiquement, c'est clair. Stratégiquement, ouais. Ils ont gagné parce que la toute-puissance américaine a démontré qu'elle n'est pas toute puissante. Alors, elle est puissante, ça, elle s'est cassée. Hein. On l'a vu. Mais faire plier, non. Est-ce que ça peut le calmer pour l'avenir? Jusqu'à présent, il a eu quasiment pas des sans faute, oui, le bluff a marché, Groenland, tout là, ça. C'est la première fois que ça se passe pas comme prévu, sauf que lui dit que tout va bien. Donc tant qu'il est dans son rêve et que personne ne le réveille, il attendra les élections du midterm pour se faire écharper, enfin au sens son parti. Mais fondamentalement, Trump, personne ne lui a tenu tête. Et il est dans son rêve. Il y est allé pour l'hubris. Il a cru qu'il aurait une petite guerre facile et qu'il ferait plier l'Iran, parce qu'il a cru que l'Iran était comme lui, au sens, je te mets 2 baffes et tu dis oui. Et vous vous souvenez, Witkoff, avant, qui disait « je comprends pas ». Absolument. On comprend pas, les gars, ils devraient comprendre. Ils sont dans une autre logique. Une des explications, c'est que l'Iran se préparait à cette échéance depuis longtemps et qu'ils ont su, j'allais dire, faire des mosaïques de la hiérarchie militaire, et que même si on décapite les têtes du sommet, l'hydre continue à fonctionner sur des secteurs locaux. Oui, et puis ils ont une forme de puissance aérienne avec les drones et les missiles qui n'est pas la même que leur armée de l'air. Leur marine était détruite, hein, ça c'est clair, l'aviation aussi. Mais la marine qui compte, elle n'est pas détruite. C'est la petite. C'est les missiles antinavals, c'est des drones qu'on n'a pas vus, mais je pense qu'on aurait vu. Vous voyez, s'il y avait une tentative d'assaut amphibie. Donc Trump prétend qu'il a détruit l'armée de l'air Oui, il a détruit l'armée de l'air et il a détruit la marine, mais il n'a pas détruit la puissance maritime et la puissance aérienne de l'Iran. Il en reste encore. On remonte dans l'histoire, ça se passait dans la même région. Il y a un petit David iranien qui a mis une petite pas une pilée, mais enfin qui a déstabilisé en tout cas le Goliath. Oui, et ce qu'il y a de terrible, c'est que ce Goliath, malgré tout, notre sort est lié au sien. Et donc, la perte de la crédibilité américaine, la crédibilité militaire américaine, c'est un drame pour nous. Alors, parce que, par exemple, il a eu peur d'aller à Hormuz. Alors, qu'est-ce qu'ils en déduisent, les Chinois, quand ils regardent Taïwan? Ils ont bien compris qu'il n'ira pas à Taïwan. Non. On est clair. Est-ce que l'OTAN, le président de la République avait dit la fameuse phrase dans la métaphore, là. Alors l'OTAN, est-ce qu'elle peut rebondir de ça en disant, écoutez, que les États-Unis s'en aillent, on va refaire une OTAN avec les autres puissances, ou vraiment là l'OTAN a un coup dans l'aile, elle est vraiment affaiblie pour le coup? Alors l'OTAN est quand même sacrément secouée, parce que fondamentalement une alliance est fondée sur la confiance.
quand on se fait traiter comme Trump nous a traités, et récemment avec le Groenland... Qui est le patron de l'OTAN, voilà, qui méprise son équipe. Alors le patron, non. En termes de puissance de feu, je veux dire. Voilà. L'Amérique est légitimement la puissance la plus influente à l'OTAN. Elle est la plus puissante, elle comble les manques des autres, elle suit tous les dossiers, c'est une machine, hein, l'OTAN, elle suit tous les dossiers, elle a une constance, etc., que Trump a pulvérisé d'ailleurs quand il est arrivé aux affaires, parce que là, la voix américaine, elle attend les tweets. Hein, est-ce que du coup, c'est le moment pour les Européens, Michel Yakovlev, de penser une armée européenne ? Alors, on tourne la page de l'OTAN, mais l'Europe constitue une Europe de la défense qui pourra défendre les intérêts européens. C'est pas la même chose qu'une armée européenne. Non, une Europe de la défense. On va dire une Europe de la défense, surtout une conscience de ce que l'Europe doit être capable de se défendre elle-même, et à sa façon, l'idée avance enfin. C'était une idée française, une vieille idée française. Et du temps où j'étais à l'OTAN, avant Trump, mes amis allemands, par exemple, ils me disaient « mais on n'en veut pas de ton modèle napoléonien ». Et l'avantage des Américains à l'OTAN, c'est qu'ils mettent tout le monde d'accord. Il n'y a pas de jaloux quand c'est eux les chefs. Alors que si les Américains sont pas là, du coup, alors le chef, il est anglais, il est français, il est allemand, il est italien. Sauf que là, mon général, on va hériter d'une armée allemande qui va être tout à fait différente de ce qu'elle a été. Ils vont avoir une vraie armée avec une vraie puissance. Alors, c'est pas encore fait. 2, je le souhaite. Moi, j'ai souvenir, quand j'étais lieutenant, la Bundeswehr était une grosse armée puissante. Ils avaient beaucoup plus de chars que nous. Et on était très contents d'être derrière eux. Vous voyez ce que je veux dire ? Le passé est définitivement tourné. Mais on n'a aucun risque. Pour moi, ils ont un problème culturel en Allemagne. C'est pas que l'armée. Cette armée, quand elle s'est professionnalisée, elle s'est fonctionnalisée. C'est pas une armée d'emploi au sens où nous on le conçoit. Donc le problème des Allemands, c'est pas le budget, c'est pas de remettre sur pied leur matériel qui est dans un état pas possible, c'est de changer de culture opérationnelle. Ça se décrète pas, ça. Donc je leur souhaite, à titre personnel, une Allemagne militairement forte. Je suis pour. On peut leur montrer. Résultat des courses, bilan de cette trêve. Finalement, Trump va se retrouver dans une situation inférieure. C'est lui qui a torpillé les accords de 2018 avec l'Iran, qui était en bonne voie d'aboutir. Il va avoir moins que ce qu'il a cassé en 2018, peut-être. À vue de nez, il aura beaucoup moins que ce qu'il a cassé. Ça, c'est, je crois, parce que l'idée au bout de 2 semaines, si jamais j'obtiens pas ce que je veux, je reprends la guerre. Vous y croyez, ça ? J'y croyais pas. Je n'y crois pas. Nous sommes, on est quoi, le 8 avril, c'est ça, 7 avril je pourrais dire, j'ai dit à Sud Radio, non, je ne crois pas qu'il reprendra la guerre. Tout simplement parce que là, l'opinion publique américaine, hier, était dans un état de vapeur fantastique. Et là, ça va mûrir pendant 15 jours. Est-ce qu'on peut même dire, Michel Yakovlev, qu'il s'en tire à bon compte, finalement ? Pour l'instant, il s'en tire à bon compte. Il peut prétendre qu'il a gagné. Après, on regardera comment ça se passe. Mais on se dira après, l'Iran, elle est toujours là, le régime est toujours là. Maintenant, ils se font $1 milliard par jour avec les bateaux qui passent, ce qui n'était pas le cas avant. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et Poutine aussi se fait du fric. Et Poutine se fait du fric. Et aussi des amis du président des États-Unis se font beaucoup de fric. Vous savez qu'il y a eu des délits d'initiés que l'État américain refuse de poursuivre, bizarrement. Vous viendrez pour nous en reparler, c'est possible ? Prenez un spécialiste reconnu des affaires américaines plutôt. Oui, mais je parle de la situation stratégique et militaire en Europe et dans le Golfe. Sur la situation stratégique, de mon point de vue, l'Iran a gagné la guerre. Trump, il fera semblant de ne pas le comprendre. Tant mieux pour lui, si ça lui permet de dormir tranquille. Bon. Et si on peut faire un plein sans se ruiner. C'est pas une bonne nouvelle pour nous, hein. Au fait, c'est pas une bonne nouvelle pour nous. Non, mais si ce n'est qu'on pourra peut-être faire des pleins sans se ruiner et repartir. Si c'était que ça. Merci, mon général, d'avoir été sur Sud Radio en direct avec nous, et je vous dis à bientôt.